Bienvenue au nouveau webinaire de Boost. Mon nom est Dora McKen et c'est moi qui vais présenter le webinaire aujourd'hui. Avant de commencer notre séance, quelques petits points d'intendance pour les participants qui écoutent en français. En bas à gauche de l'écran, sélectionnez le mot français. Pour suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur Présentation en haut à gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la présentation française en cliquant sur le mot Document à droite. N'hésitez pas à télécharger les présentations dans les deux langues en cliquant encore une fois sur le mot Document à droite. Il y aura une foire aux questions pendant les dernières 5 minutes du webinaire. Pour soumettre vos questions, merci d'aller dans la barre à outils à droite, cliquez sur Messages, ensuite Participants, puis tapez votre question. Sur Messages, ensuite Participants, puis tapez votre question. Vous pouvez soumettre votre question en tout temps. Si vous regardez ce webinaire en groupe, merci de bien vouloir entrer le nombre de participants du groupe en cliquant sur Messages et Participants. Nous allons maintenant commencer notre conversation. La conversation de ce jour est 7 mythes brisés. Je vais commencer à parler de moi-même et du magazine. Je vais aussi vous dire que j'ai un petit coup de froid et j'espère que je n'ai pas m'interrompre trop souvent pour renifler ou pour boire de l'eau, mais c'est cette période de l'année. Donc, comme je l'ai mentionné, mon nom est Lauren McTehan et je suis l'éditeur numérique du Walrus. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, nous sommes un magazine national d'intérêt général au Canada. Vous pouvez penser que nous sommes l'équivalent du New Yorker ou de Atlantic. Nous avons des sujets, que ce soit en format imprimé ou en ligne, différentes questions nationales canadiennes. Nous sommes aussi une organisation non caritative pour les journalistes. Nous organisons aussi différents événements dans tout le Canada. Certaines pour la gestion des organismes non caritatifs. Donc, nous investissons dans l'idée qu'une société saine repose sur des citoyens informés. Donc, l'an dernier, il y a eu beaucoup de conversations au niveau de l'éducation sexuelle dans l'Ontario et dans tout le pays. Donc, je vais vous parler un petit peu des balbutiements de ce projet qui nous a permis de parler à de nombreux adolescents dans tout le pays et ce que nous avons appris. En 2018, comme nombre d'entre vous vous en souviennent, il y avait vraiment une controverse importante en Ontario au niveau de l'éducation sexuelle. Mais certainement, ce n'est pas seulement en Ontario, mais dans tout le Canada. On se demande ce qu'est l'éducation sexuelle dans les écoles et à tout âge. En fonction de cela, il y a des conversations que veut le gouvernement, les parents, les professeurs, mais la voix principale qui manque est la voix des jeunes. Donc, on a commencé à se demander ce que les jeunes veulent et ce qu'ils souhaitent apprendre. Nous avons réalisé que nous ne savions pas, nous avons considéré des études, nous avons appris quelques points. On s'est dit qu'on va parler aux parents en fonction de ce qu'ils pensent que leurs enfants veulent apprendre, mais personne n'avait parlé directement aux jeunes et c'était vraiment une lacune importante pour comprendre bien le format de l'éducation sexuelle pour aller de l'avant, pour savoir la meilleure façon d'approcher ce sujet en Ontario et au Canada. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions sans parler aux jeunes pour savoir ce qu'ils veulent apprendre, mais aussi pour savoir ce qu'ils ont l'impression de ce qu'ils ne pensent pas savoir, et aussi pour savoir ce qu'ils ont l'impression de ce qu'ils ne pensent pas savoir, et aussi les différentes approches d'apprentissage. Voici un petit peu les balbutiements de notre série, et cela nous a pris des mois pour contacter des adolescents dans tout le Canada et pour leur parler. Vous pouvez imaginer facilement que nombre d'adolescents ne sont pas vraiment à l'aise et ne voulaient pas vraiment parler à des journalistes au niveau de leur vie sexuelle parce qu'on leur demande des questions très précises et en profondeur.
Mais nous avons réussi à avoir un échantillonnage assez important des adolescents qui ont travaillé avec nos reporters, avec nos éditeurs et avec aussi les stagiaires qui sont au Walrus. Et ce que nous avons appris et ce que nous avons découvert, c'est surtout qu'il y a des mythes qui existent, des mythes auxquels nous tenons fort en tant qu'éditeurs. Nous avons nos présomptions, nos propres mythes par rapport à ce que nous allions découvrir et nous avons découvert que nous étions à côté de la plaque entièrement. Donc, nous avons fait aussi nous avons découvert aussi beaucoup d'autres choses. C'est une série vraiment importante sur le web que vous pouvez voir ici sur le PowerPoint. Nous avons aussi considéré longuement sur le sujet du consentement en dehors de l'école aussi, parce que c'est un apprentissage qui dure toute la vie. Donc, quelles sont les questions qui nous manquent, que ce soit les femmes autochtones ou comment éduquer votre fille alors que vous êtes un homme musulman? Qu'est-ce que l'éducation du plaisir? Pourquoi est-ce que les médecins ne sont pas si forts que ça pour parler d'éducation sexuelle? Nous avons parlé aussi aux multimédia, etc. Vous pourrez aller voir sur le web, mais nous allons nous concentrer plutôt sur ce que nous ont dit les adolescents. C'est que le consentement, tout d'abord, est une notion trop confuse chez les adolescents. On a beaucoup parlé de ce consentement en Ontario et on s'est demandé si les adolescents ne savaient pas ce que c'était le consentement. Peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas ce que c'est, qu'il y avait vraiment des défis quant à l'éducation sexuelle dans le curriculum en Ontario et que peut-être cela ferait plus de mal que de bien si c'était mis au cursus. Mais qu'en pensent les étudiants? C'est qu'ils ont une compréhension complexe du consentement qui va bien au-delà des relations sexuelles et qu'ils utilisent souvent dans leurs relations quotidiennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais seulement vous lire et vous expliquer un petit peu ce que certains adolescents nous ont dit. Au Nouveau-Brunswick, une personne de 19 ans, le consentement a dit oui. C'est quand les deux parties disent que oui, on veut le faire. Ils sont tous les deux impatients. Je pense que c'est même un oui hésitant ou un je ne sais pas. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On doit montrer dans ce cas-là que ce n'est pas un consentement en aucun cas. Voici ce qu'un adolescent... Un consentement en aucun cas. Voici ce qu'un adolescent disait. Un autre disait, le consentement pour moi est de m'assurer que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette activité soient à l'aise, soient heureux de participer à cette activité. Cela s'applique aussi aux relations sexuelles, mais aussi pour aller faire une marche, par exemple. Ça, c'est en Colombie-Britannique, un adolescent de 16 ans. Donc, ce qu'on a réalisé en parlant avec ces adolescents, c'est que lorsqu'ils pensent au consentement au niveau des relations sexuelles, ce qui est la base de nombre des préoccupations et des messages au niveau du consentement et de la compréhension, et apprendre cette notion. Mais la plupart des adolescents nous ont vraiment surpris parce qu'ils ne considéraient pas le consentement seulement au niveau des relations sexuelles, et de l'autre versant de la face de la face du consentement. Mais ils ont parlé du consentement dans toutes les relations, même au niveau de l'amitié. On pense que leur réflexion au niveau du consentement est beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pu penser. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en avant. Un adolescent, par exemple,
Une adolescente plutôt m'a expliqué qu'ils utilisaient leur consentement dans leur groupe d'amis, qu'ils ne l'utilisent pas tant que cela dans les relations sexuelles parce qu'ils n'étaient pas à cette étape de leur vie encore. Mais par exemple, si un groupe parlait d'un certain sujet, mais même si elle parle des différentes dynamiques familiales, et peut-être qu'une des adolescentes n'était pas à l'aise avec ce sujet. Donc, dans son groupe d'amis, ils avaient un mot sécuritaire. C'est bleu. Donc, ils ont commencé à parler d'un des sujets. Si l'une des adolescentes n'était pas à l'aise, l'adolescente devait seulement dire bleu et dans ce cas-là, la discussion passait à un autre sujet. On a trouvé que c'était une dynamique vraiment intéressante au niveau du consentement et de la signification du consentement. C'est que tout le monde soit vraiment impliqué d'une façon enthousiaste, même simplement au niveau des conversations. Donc, si on n'utilisait pas ce consentement, de quoi auraient l'air de nos relations? Une autre adolescente dit seulement, est-ce que tu es libre demain pour regarder un film? Elle a dit regarder un film. Elle a dit qu'elle ne dirait pas à cela à un ami. Au lieu de cela, elle dirait, est-ce que tu es libre demain? Je pense que ce serait sympa de traîner ensemble. Est-ce que tu es d'accord de le faire? Une autre adolescente a dit aussi qu'avec les amitiés, il est vraiment important de demander aux gens s'ils sont à l'aise de parler de certains sujets. Et si on parle de quelque chose, n'hésite pas à dire non si tu ne veux pas parler de cela. Le but est de faire en sorte que les autres soient à l'aise. Cette tendance se représente très souvent quand on a des conversations avec des questions ouvertes. Quelle est ta compréhension de ce mot, du consentement? Comment t'en sers-tu dans tes relations quotidiennes? Quotidiennes. Souvent, les adolescents, qu'ils soient filles, garçons, sans genre, ils nous ont tous parlé du consentement au niveau des relations et des relations sexuelles, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette notion vraiment d'une façon très large et ils l'utilisent d'une façon très utile et naturelle. En fonction de ces découvertes, voici le deuxième mythe que nous avons découvert. C'est que les garçons en particulier se soucient peu du consentement. C'est quelque chose que l'on a découvert au niveau de l'enseignement de critique de l'enseignement. C'est en fait, c'est ce qu'on dit, les hommes et les garçons s'en fichent du consentement. Comment est-ce qu'on pourrait faire qu'ils s'en soucient un peu plus? Pourtant, quand on a commencé à parler avec des garçons, on a parlé vraiment avec une fourchette très large de garçons. On leur a donné, quand en fait, plutôt les garçons ont l'occasion et un espace sans jugement, ils se montrent plutôt bien disposés à parler du consentement et à l'appliquer dans leur relation. Ce qui est important ici, c'est un espace sans jugement. C'est-à-dire si les garçons étaient dans des groupes communautaires, des groupes scolaires dans lesquels ils se sentent vraiment en sécurité et à l'aise de parler. Dans ces cas-là, ils avaient des points assez profonds à mentionner au niveau du consentement, ce que cela voulait dire pour eux et quand on avait besoin de ce consentement. Donc, on a parlé à de nombreux adolescents, surtout dans un groupe à Calgary. Certains d'entre vous le connaissent, c'est peut-être Wise Guys. Nous avons découvert que ce groupe Wise Guys faisait vraiment des choses intéressantes.
et qu'ils pouvaient démarrer cette conversation sur le consentement pour les garçons, alors que d'autres groupes ne parvenaient pas à mettre le sujet sur la table. Donc, ils ont dit qu'ils ont commencé à parler de cela parce qu'il y avait des tendances un petit peu dérangeantes au niveau des médias sur la signification du fait qu'est-ce que c'est d'être un homme. Est-ce que c'est d'être un homme? Est-ce qu'on doit se soucier du consentement, etc.? Ce sont des mythes qui sont plutôt dommageables. Il réalisait aussi encore de l'homophobie à l'école. Il se demandait s'il y avait une connexion avec les messages qui sont passés dans les médias et comment est-ce qu'on peut modifier ces messages auprès d'un jeune homme. Donc, nous avons parlé aux participants de ce groupe de Wise Guys. Nous avons parlé aussi à des équipes sportives, les capitaines des équipes, juste pour essayer de toucher du doigt ces différentes perceptions pour savoir qui se soucie du consentement, qui y pense et ce à quoi cela ressemble pour eux. Une équipe nous a dit que le consentement, qui y pense et ce à quoi cela ressemble pour eux. Une équipe nous a dit que le consentement pour moi veut dire que mon partenaire a le feu vert. C'est vraiment important pour que les deux personnes passent un bon moment et qu'ils aient du plaisir. Et quand il a continué à nous parler, il a dit que pour lui, il s'assurait que ce soit vraiment clair, qu'il comprenait bien que le consentement, ce n'est pas seulement en fonction de lui. Il comprenait vraiment bien le sujet. Et on parlait aussi d'avoir des relations sexuelles sous l'influence de drogue ou d'alcool. C'est un adolescent de 17 ans de Colombie-Britannique. Si vous êtes sexuelle avec vous, encore une fois, c'est une compréhension très claire de ce qu'est le consentement et aussi ce que n'est pas le consentement. Cela répond peut-être un peu à l'hystérie que l'on a vue dans les médias et dans les groupes. Surtout qu'il est injuste de s'attendre de la part des garçons, surtout alors que quand on est à une fête, tout le monde boit et ceci et cela. Mais on a parlé à de nombreux adolescents et nombre d'entre eux ont fait allusion aux drogues et à l'alcool et en disant on ne peut pas obtenir un consentement si la personne est sous influence. Donc ça, c'était vraiment extrêmement clair pour les adolescents auxquels nous avons parlé. Il y a un autre de c'est et ce que cela signifie aussi pour eux. Donc voici un petit peu les idées des différents mythes que nous brisons au niveau du consentement. On a eu le consentement et ensuite c'est que le troisième mythe, c'est que les adolescents feront tout ce qui procure des sensations agréables. Je vais juste faire une petite pause et prendre une gorgée d'eau. Nous avons ce message, cela fait partie de notre culture. On voyait des films dans les années 80 jusqu'à maintenant. Et toutes ces choses horribles qu'on dit aux filles, les garçons veulent seulement une chose. Ce sont ces mythes qui sont vraiment imbriqués dans notre culture. Et on voulait demander leur avis aux adolescents. On dit que les adolescents ne sont pas responsables, qu'ils feront seulement une chose, c'est de rechercher le plaisir. Et ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup d'adolescents ont du mal à bien saisir le concept du plaisir sexuel et l'idée de ce qui est censé faire du bien, ce qui signifie aussi qu'ils ont de la difficulté à déterminer ce qui ne fait pas du bien. Alors que nous commencions à parler à de nombreux adolescents, nous avons réalisé que c'est plutôt alarmant le fait qu'ils ne savent pas la
différence entre ce qui est censé faire du bien et ce qui ne fait pas du bien. Donc, nous avons voulu approfondir le sujet en choisissant une autre caractéristique. Nous avons parlé de façon extensive au niveau du plaisir et pourquoi c'est absent de l'éducation sexuelle et pourquoi nous ne sommes pas à l'aise d'un stick. Nous avons parlé de façon extensive au niveau du plaisir et pourquoi c'est absent de l'éducation sexuelle et pourquoi nous ne sommes pas à l'aise d'incorporer cette idée du plaisir dans l'éducation sexuelle. Et quels sont les avantages de le faire? Je vais vous dire ce que nous avons demandé aux adolescents. Ils n'étaient vraiment pas à l'aise. L'une des questions, c'est comment est-ce que tu définis d'avoir une relation sexuelle qui te donne du plaisir ou une activité sexuelle qui te donne du plaisir. Bien sûr, il y a toujours une réserve parce que bien sûr, c'est un adulte qui ne connaisse pas qui pose la question. Mais on a posé aussi d'autres questions très précises. Mais ils ont vraiment eu du mal avec cette question précise. S'ils y avaient même pensé, certains d'entre eux étaient assez frappés par la question. Et nous avons fini par passer pas mal de temps sur cette question. Avec nous, en tant que journalistes, nous essayons de définir le plaisir pour eux. Et on essayait de leur dire ce que nous voulions dire en posant cette question. Est-ce que pourrait être le plaisir? Donc, on a vraiment eu des effets importants à ce sujet. Et que quand ils ont fini par répondre à la question, on en revenait à une relation saine, une relation heureuse. C'est plutôt intéressant parce qu'ils ne parlent pas seulement au niveau du plaisir physique, mais de la connexion émotionnelle et combien cela leur procure du plaisir et cela les rend heureux. Un garçon de 17 ans nous a d'ailleurs dit à ce sujet, plaisir, il est revenu encore au niveau d'une relation heureuse. Ils ne sont pas obligés d'aimer l'un l'autre, c'est d'avoir de la confiance, d'avoir une ligne de communication ouverte et la capacité d'avoir l'opportunité de pouvoir être soi-même. Voilà ce sur quoi il est revenu. Donc, en fait, les adolescents parlent en utilisant des termes très complexes au niveau de la sexualité, des relations pour eux. Ce que nous avons appris aussi au sujet du plaisir quand on a fait notre projet, c'est qu'ils ont vraiment du mal à définir ce plaisir et cela se poursuit ensuite dans les recherches, les études universitaires. Lucia Sullivan, en Nouveau-Brunswick, a trouvé dans sa recherche que souvent, les adolescents pensaient que c'était normal d'avoir mal pendant une relation sexuelle et donc dans ces cas-là, ils n'arrêtaient pas. Les jeunes entre 14 et 16 ans, très souvent, montrent peu d'intérêt ou de la douleur lors des relations sexuelles. Donc cela a vraiment des effets importants sur leur vie. Ils n'arrivent pas à décider ce qui leur crée du plaisir et ce qui ne leur en crée pas, ce avec quoi ils ne sont pas à l'aise. Elle a découvert que 50% des adolescents sondés prouvaient une détresse clinique au niveau des relations sexuelles. Donc, il suffit de penser à cela et les différents défis de ce à quoi nous pensons quand nous parlons aux adolescents. Quand on parle de sexe, il y a un adolescent aussi de 19 ans qui a dit que les professeurs parlent de sexe. Il y a un adolescent aussi de 19 ans qui a dit que les professeurs vraiment oublient le plaisir dans l'éducation sexuelle. Il y a vraiment un stigma de parler du sexe et du plaisir, surtout pour les jeunes femmes. Encore une fois, cela nous oblige à faire une pause parce que les professeurs disent on parle de consentement, oui, mais il nous manque ce concept de qu'est-ce qui vous donne du plaisir, qu'est-ce qui n'en donne pas. Et cela est important à définir.
À partir de là, on va continuer d'avancer. Mythe numéro 4. Les adolescents obtiennent toutes leurs informations sur l'Internet. On dit que les adolescents ne veulent pas parler du sexe avec leurs parents et qu'ils vont du coup sur l'Internet et qu'ils trouvent toutes les informations qu'ils veulent. C'est en fait véridique et non. Les adolescents se tournent souvent vers Google pour obtenir des réponses. En fait, véridique et non. Les adolescents se tournent souvent vers Google pour obtenir des réponses, mais ils ont souvent du mal à faire une distinction entre les bonnes et les mauvaises informations. Donc, ce que nous avons demandé aux adolescents dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu as une question au niveau d'avoir des relations saines et des relations sexuelles saines? Et si tu utilises l'Internet, quelle est ton expérience à ce sujet? Donc, on a réalisé que quelquefois, les adolescents souhaiteraient, et nous verrons cela dans la deuxième partie de la présentation, ils souhaiteraient vraiment pouvoir parler à leur tuteur ou à leurs parents ou avec des professeurs ou peut-être avec un mentor, quelqu'un en qui ils aient confiance. Très souvent, ils ne savent pas comment commencer cette conversation avec leurs parents. Ils se sont tournés vers l'Internet quelquefois. Ils trouvent la réponse à la question quand c'est peut-être au sujet de la contraception ou des choses comme ceci. Mais encore une fois, pour poser des questions au niveau des activités sexuelles, ce qui doit vous donner du plaisir ou pas, des questions un peu plus complexes, plutôt, ils se sentaient complètement perdus quant aux réponses qu'ils récupéraient sur l'Internet par rapport à cet aspect de leur relation. Et pour mettre ceci en lumière, il y a une étude de Québec qui dit que 40% des adolescents qui ont des questions par rapport à leur connaissance sexuelle disent que l'Internet est plus utile que les parents pour fournir la bonne information. D'après nous, encore une fois, c'est comment approcher les parents. Est-ce que cela signifie pour eux? Et près d'un quart des répondants de cette étude ont dit que l'Internet était mieux pour s'éduquer plutôt que l'éducation sexuelle à l'école. Cependant, bien sûr, il y a beaucoup d'informations sur l'Internet. Vous pouvez y aller sans vous sentir honteux. Il y a beaucoup de ressources. Mais il faudrait pouvoir aider les adolescents pour trouver ce qui est utile et non utile au niveau des informations. 60% des jeunes ne peuvent identifier l'âge du consentement. 40% parlaient de l'utilisation commune et 40% pensaient aussi qu'on pouvait tomber enceinte en et 40% pensaient aussi qu'on pouvait tomber enceinte en faisant des sexes oral. Donc, quelquefois, on regarde en ligne, on ne trouve pas les bonnes informations, ce qui nous fait passer sur la partie suivante, c'est que souvent, les adolescents pensent que les adultes ne font pas vraiment un bon travail pour parler de tout cela sans stigma, sans honte, et que les adolescents puissent poser de nombreuses questions comme ils le souhaiteraient au niveau des relations sexuelles, des consentements, etc. Donc, le mythe numéro 5, les adolescents ne veulent pas parler de sexualité avec leurs parents ou tuteurs. Même des adolescents et cette idée que les parents veulent vouloir parler avec leur ado et que l'adolescent veut l'éviter, puis que les parents sont vraiment embarrassés, ne savent pas comment. Et ce que nous avons appris de la part de pratiquement tous les adolescents à qui nous avons parlé, c'est que souvent, ils veulent en parler. Mais c'est souvent l'inconfort des parents qui les pousse à chercher l'information ailleurs, que ce soit leurs amis, l'Internet, ou ne pas rechercher l'information du tout.
Certains d'entre eux disaient quand ils avaient du mal à parler avec leurs parents, dans ce cas-là, ils se fermaient. Donc on peut voir évidemment combien cela peut être problématique. Je dois dire qu'on était vraiment très surpris. Nous avions nos propres mythes en tant que journalistes. Il y avait de nombreux éléments d'information que nous avons appris et nous étions vraiment surpris quand nous avons réalisé que les adolescents disaient qu'ils souhaitaient pouvoir parler à leurs parents et à leurs tuteurs. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils veuillent parler à leurs parents, mais c'est la fermeture d'esprit des parents ou leur maladresse, les murs que les parents mettent autour d'eux, c'est cela qui fait que les adolescents se sentent mal à l'aise de parler de ces questions avec les parents. Donc, c'était assez intéressant pour nous de faire ce travail. Et ce qui était le plus surprenant pour nous, c'est que les adolescents n'essaient pas d'éviter ces conversations avec leurs parents. Ils veulent seulement avoir ces conversations d'une précise, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de confrontation et qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'avoir des problèmes avec les parents. Nous avons parlé avec un adolescent qui a décidé qu'il voulait devenir un professeur d'éducation sexuelle quand il grandissait. Et l'une des raisons de cette décision, qu'il voulait quelque part mettre un terme au niveau du stigma d'être mal à l'aise à ce sujet. Donc, je vais vous partager un petit extrait de cette conversation. Je veux être un professeur d'éducation sexuelle quand je grandis parce que le sexe a de nombreux stigmas attachés. Le plus il y aura des professeurs, le mieux les stigmas disparaîtront attachés. Le plus il y aura des professeurs, le mieux les stigmas disparaîtront. Et le plus on en parlera, le moins il y aura de stigmas et le moins de stigmas il y aura. Les gens se sentiront plus en sécurité et plus contents. Pour vous rappeler, c'était un adolescent de 16 ans à qui l'on parlait et qui avait vraiment un regard beaucoup plus sain, plus ouvert et plus sain que nombre d'adultes à qui nous avons parlé pour cette série. Le contraste que l'on a commencé à voir entre les adolescents et les adultes était vraiment flagrant lorsqu'on a commencé à comprendre qu'est-ce que l'adulte dans ta vie ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils devraient t'expliquer. Il nous a dit vouloir parler avec ses parents, mais qu'il ne se sentait pas à l'aise. Disons, il aimerait tout de même plus parler à un adulte dans sa vie plutôt que d'aller en ligne. Donc peut-être d'aller voir un conseiller scolaire parce qu'il avait l'impression que cette ligne de communication était déjà ouverte grâce à l'éducation sexuelle à l'école. Donc, il y avait certaines conversations qui avaient été démarrées en classe qui disaient qu'il pourrait les poursuivre, mais qu'il ne pouvait pas le faire dans sa famille. Donc, cela nous donne un point de départ pour nous faire comprendre que les adolescents veulent avoir ces conversations. Ils ne sont pas aussi embarrassés que nous pensons qu'ils le sont pas. Mais très souvent, ce sont plutôt les parents ou les adultes eux-mêmes qui sont embarrassés. Et je dirais que ce serait vrai même en tant que journaliste. Nous avions des questions que les adolescents posaient. Et même si nous sommes des journalistes expérimentés, nous savons qu'il y avait de nombreuses personnes dans notre équipe qui n'étaient pas à l'aise quant à poser la question du type de contraception utilisée
quelle était leur compréhension, leur notion de plaisir au niveau du sexe. Donc, nous avions notre propre préjugé en se disant que les adolescents seraient gênés, qu'il y a certains sujets que nous ne devrions pas toucher. Mais en fait, nous avons réalisé qu'il ne fallait pas faire 30 tours autour du pot parce que les adolescents étaient tellement ravis de pouvoir parler de ces sujets. Et parce que très souvent, ces questions ne leur sont pas posées et ils voulaient vraiment pouvoir avoir cette opportunité. Un autre mythe sur lequel nous sommes tombés, c'est que les adultes en savent plus sur la sexualité que les adolescents qu'ils côtoient. On devrait dire oui, bien sûr que les adultes en savent plus, mais nous avons réalisé que souvent ce n'était pas le cas et que si on fait un pas en arrière, qu'on reprend un peu de recul, nous avons réalisé que nombre d'adultes ne connaissent peut-être nombre d'adultes ne connaissent peut-être pas aussi bien le consentement. Ils n'ont pas grandi avec cela. Peut-être qu'ils n'ont pas grandi non plus avec cette question d'identité des genres, identité des sexes ou orientation sexuelle. Et que nos adolescents sont beaucoup plus experts que les adultes quand on en vient à des sujets comme ceci. Donc, pas tout à fait quand on les interroge sur les lacunes dans les connaissances de leurs enseignants, de leurs parents et de leurs tuteurs. Les adolescents se disent souvent frustrés par le fait que les adultes évitent les conversations franches et approfondies sur les relations sexuelles et de genre et les identités sexuelles et de genre. Jeunes et les adolescents sont trop jeunes pour apprendre sur ce sujet. Gardez à l'esprit que les adolescents auxquels nous avons parlé avaient entre 12 et 19 ans. Et quand on a posé la question à chacun d'entre eux, qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que les professeurs, les médecins ne comprennent pas au niveau de l'éducation sexuelle et que tu souhaiterais qu'ils comprennent? Tous les adolescents ont dit que cela leur manquait d'avoir des conversations au niveau de l'identité sexuelle et de genre. Certains d'entre eux ont dit peut-être que mes parents seraient d'accord qu'on parle des LGBTQ, mais ils ne comprennent pas toujours ce que veut dire, par exemple, la fluidité du genre ou non-binaire. Ce sont des termes que les adolescents utilisent et explorent. Ils se posent la question pour eux-mêmes, pour leurs amis. Ils souhaiteraient pouvoir avoir cette conversation au niveau des pronoms à utiliser. Et ils réalisaient que vraiment ce genre de conversation leur manquait. Un adolescent voulait sortir en tant que genre non conforme et voulait utiliser un autre. Un adolescent voulait sortir en tant que genre non conforme et voulait utiliser un autre pronom. Donc, quand je disais à mon père que j'étais gay, mon père a compris et on a eu une bonne conversation. Mais maintenant, quand j'ai dit que je voudrais m'identifier comme ceci, comme cela, avec le pronom, son père ne comprenait pas, il avait l'impression d'éduquer son père. Donc, on avait quelques citations. L'une d'une
adolescent de 15 ans qui dit qu'il y a vraiment une lacune énorme au niveau de la sexualité et de cette idée qui n'est jamais mentionnée et qu'on ne mentionne même pas que c'est aussi une autre option. Ça, c'était une personne de 15 ans. Ils n'enseignent pas toujours à l'école au niveau de cette asexualité. Et si on ne parle pas de cela en classe, peut-être que les gens vont se dire peut-être que je n'ai pas le droit d'être asexué, peut-être que ce n'est pas une option, peut-être que je n'ai pas le droit d'être comme cela, puisque le sujet n'a jamais été mis sur la table. Les adolescents qui s'identifient en tant que non-binaires, non-genres, ils sont tous mentionnés qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. Une autre disait, je pense que proche. Et ensuite, ils ont commencé à dire que en dehors de l'école, quand on parle à d'autres adultes qu'ils côtoient, les parents, c'est là où tout commence à tomber en broutille. Ils savent que les personnes avec qui ne sont pas fermées. C'est toujours difficile de parler des conversations en dehors des hétérosexuels. Il y a le sexe et puis ensuite le sexe pour les gays qui ne compte pas vraiment. Donc voilà un petit peu pour vous faire comprendre les différentes conversations des adolescents, ce qu'ils essaient de comprendre. Ils sont tellement plus avancés que nous au niveau de ces conversations. Cela nous amène au mythe numéro 7. Mythe numéro 7. Ce que nous pensons que les adolescents connaissent, etc. Et ce qu'ils souhaiteraient qu'on sache. Le mythe numéro 7. Les adolescents ne veulent pas d'éducation sexuelle à l'école. Les adolescents ne s'impliquent pas vraiment dans la classe, c'est ce qu'on disait, en fait. Mais en fait, les adolescents sont très désireux d'en savoir plus sur la sexualité et d'étudier la question en profondeur. Ils veulent connaître les identités sexuelles de genre. Ils ont de nombreuses questions au niveau du plaisir, des contraceptions, du consentement, qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on aurait pu deviner. Et ils voudraient plus que ce que l'on aurait pu deviner. Et ils voudraient aussi parler des dynamiques de relations saines et comment cela pourrait être dans leur vie. Quand on leur a posé les questions, on était surtout tellement surpris des réponses. On continue de repartir de nos entretiens en se disant « Waouh, on ne s'attendait pas à ça ». Ils sont tellement plus en avance au niveau de leur réflexion par rapport à nous. Cela fait tellement partie de leur vie quotidienne, alors que ce n'était pas le cas pour nous quand nous étions plus jeunes. Même aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous n'avons pas des conversations aussi complexes que les conversations que peuvent avoir les jeunes de 15 ans. Quand on leur a demandé « Qu'est-ce que tu voudrais apprendre au niveau de l'éducation sexuelle? Quelle serait la classe parfaite? » Ils avaient de nombreuses idées. Un adolescent nous a dit « Mon éducation sexuelle était tout pour apprendre le système de reproduction, l'acte même d'avoir un rapport sexuel, plutôt que de savoir quand, pourquoi. Est-ce que tu es prête à avoir une relation sexuelle? Voici le genre de conversation que j'aurais aimé avoir.
Voilà, c'est quelqu'un qui a 19 ans et qui vient d'être diplômée du lycée. Elle nous a dit, on lui a parlé durant sa première ou deuxième semaine d'université et combien elle n'était pas préparée pour les conversations qui avaient lieu sur le campus universitaire, des conversations qu'elle n'avait jamais eues auparavant au lycée. Ces questions, comment, comment peux-tu savoir que c'est correct d'avoir une relation sexuelle? Est-ce que cette personne veut avoir une relation sexuelle avec toi? Est-ce qu'on sait ces choses-là? Les adultes ne parlent pas du côté émotionnel. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une relation sexuelle pour la première fois? C'est quelque chose auquel elle faisait face. On peut se sentir très vulnérable, on peut se sentir nerveux parce que les gens disent que c'est vraiment une grosse histoire. J'aurais souhaité avoir ces conversations quand j'étais au lycée ou au collège. Donc, ce sont le genre de commentaires que nous avons reçus très souvent. Ce sont des gens avec qui nous avons eu des entretiens qui sont encore à l'école dans tout le pays et nous commencions à avoir des conversations un peu plus nuancées parce que que du coup, ils se tournaient ailleurs pour obtenir l'information. Donc, nous pensions que c'était vraiment très positif qu'ils veuillent parler de cela avec nous et qu'ils sont plus des experts que nous. Mais le point de départ de ces conversations commence à l'école. On commence à apprendre à l'école, mais ensuite, il faut poursuivre cet apprentissage. Nous avons aussi parlé à un autre groupe, le jeune de 19 ans dont j'ai partagé la citation. Je n'ai pas appris ces choses à l'école et maintenant je ne me sens pas prête. Voilà ce qu'elle a dit. Voici des choses que j'aurais souhaité apprendre. Qu'on ne parle pas seulement de l'anatomie, que ce n'était pas seulement la mécanique, l'acte. J'aurais préféré que l'on parle des choses plus en profondeur, avec plus de nuances. Qu'on ne parle pas seulement de l'anatomie, que ce n'était pas seulement la mécanique, l'acte. J'aurais préféré que l'on parle des choses plus en profondeur, avec plus de nuances, que l'on aurait dû parler d'émotions, de ce qu'elles signifient, et pas seulement comment de naviguer le consentement. Mais qu'est-ce que le consentement? Ce n'est pas toujours noir ou blanc. Est-ce que si quelqu'un a bu, comment est-ce qu'on peut être sûr du consentement d'un oui enthousiaste quand on est dans ces situations? Comment est-ce que c'est d'avoir une relation sexuelle pour la première fois? Comment est-ce que je peux savoir que je vais bien après avoir fait cet acte? Quels sont liés un peu, connecter les points par rapport à l'éducation que l'on a à l'école et les manques alors que l'on grandit? Et est-ce que l'on peut savoir si on a une relation saine, que l'on fait des choix sains? Donc, quelques points à retirer de notre travail. C'était ces mythes qui ont été brisés en permanence au point où nous avons pu en sortir des tendances. C'est un petit peu les conseils des adolescents pour améliorer l'éducation sexuelle. On a fini par leur demander parce qu'ils avaient tellement de choses à dire au niveau de l'amélioration des rôles de l'adulte et qu'ils voulaient le partager avec nous. Donc, l'un de ces points qui ressortent est d'engager des conversations plus ouvertes. L'un de ces points qui ressortent est d'engager des conversations plus ouvertes et sans jugement sur l'identité de genre. C'est vraiment une réponse que l'on a eue partout dans le pays. Les adolescents veulent en parler avec leurs parents sans jugement, de normaliser ce genre de conversation et de dépasser le stigma.
Un des adolescents à qui nous avons parlé ne pouvait pas parler avec ses parents. Les parents ne voulaient pas non plus qu'il y ait une éducation sexuelle à l'école. Mais ces conversations ont lieu à l'école de toute façon. Et les adolescents préfèrent avoir ces conversations avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Dire que nous sommes tous ici pour avoir cette conversation avec eux. Mais les adolescents auront certainement beaucoup plus de questions que le parent puisse attendre alors qu'il se décide à avoir cette conversation et que le parent finit par sembler un peu embarrassé pour répondre aux parents. Bon, si mes parents approchaient le sujet d'une façon différente, ce seraient les premières personnes vers qui je me tournerais, nous dit un adolescent. Quand on a parlé du plaisir, les adolescents avaient beaucoup à nous dire après la conversation sur le plaisir. Combien une éducation axée sur le plaisir. Quand on a parlé du plaisir, les adolescents avaient beaucoup à nous dire après la conversation sur le plaisir. Combien une éducation axée sur le plaisir va de pair avec un apprentissage efficace du consentement. C'est peut-être une idée assez radicale. Souvent, on ne parle pas d'une éducation axée sur le plaisir et ce à quoi elle doit ressembler en Ontario, pas seulement, mais partout. Parce que nous avons parlé partout et que l'éducation sexuelle progressive est attaquée. Donc, comment intégrer la discussion sur le plaisir alors qu'on a déjà du mal à intégrer les autres éléments? Les adolescents nous répondaient comment est-ce qu'on peut donner un consentement si on ne sait pas ce que cela doit nous faire ensuite. Ne présumez pas que vous en savez plus que l'adolescent à qui vous parlez. Demandez-lui ce qu'il ou elle peut vous apprendre. Ils en savent certainement plus. Je pense qu'on est un peu tous comme ça en tant qu'adolescents. On pense toujours qu'on en sait plus que nos parents. C'est par exemple d'incorporer le consentement dans des relations amicales et d'expliquer que le consentement peut être un outil très souple qui peut être utilisé dans de nombreux de cas de figure au niveau des relations. Les adolescents avaient aussi beaucoup à dire par rapport à l'identité de genre et ce à quoi cela devrait ressembler, combien cela est fluide et qu'ils pourraient vraiment apprendre beaucoup aux adultes à ce sujet et qu'ils sont prêts à le partager. Et en dernier point, l'un des points importants que nous avons retirés de ce travail qui était évident, mais qui est devenu de plus en plus évident après les mois à parler au niveau du sexe, des relations saines, c'est que des relations sexuelles saines font partie intégrante d'une vie saine. Donc, d'intégrer ces conversations à votre communication normale avec les adolescents. Nous avons posé la question, comment serait la vie pour vous si vous n'aviez pas une attitude saine au niveau du consentement, etc. On disait qu'il y avait des lacunes quand si on pouvait faire que ces conversations soient une partie normale des conversations avec les adolescents, ce serait essentiel. Je pense que nous allons passer maintenant aux questions. Il nous reste 6 minutes avant d'arrêter le webinaire. Nous allons sortir les questions.
D'où viennent les mythes, les identifier? C'est la première question. C'était une équipe éditoriale que l'on a parlé des centaines de personnes pendant cette série. Voici les mythes qui sont ressortis, ceux qu'on voyait dans les médias par rapport aux controverses, on- par rapport à ceux qu'on pensait que les enfants apprenaient ce qu'ils ne savaient pas. Et ces mythes sont ressortis de façon régulière lors de nos conversations. On a le temps pour une autre question. Si quelqu'un veut m'envoyer une question. Est-ce qu'on a eu des entretiens avec les personnes des territoires? Oui. On a parlé aux gens partout dans le pays. On a aussi, si vous allez sur le site pour regarder la série, on a des parties séparées au niveau des Inuits. Comme au Nunavut, ils ont une approche complètement différente pour l'éducation sexuelle. C'est avec les chants de gorge, avec de l'art. Et encore une fois, c'est dirigé par les adolescents. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à notre série qui est sur l'Internet, vous pourrez voir à quoi cela ressemble. Et donc, merci à tous pour votre temps. Et merci d'avoir suivi ce webinaire avec